Je m'appelle Valérie Dubois. J'ai 52 ans et ce matin, je suis assise à la table de ma salle à manger avec une lèvre fendue et un hématome qui s'épanouit sur ma joue gauche comme une sorte de fleur malsaine et tordue. La nuit dernière, mon mari m'a meurtri le visage avec le dos de sa main, et je n'ai pas dit un mot. Je suis juste restée là, sentant le goût de mon propre sang, sentant la brûlure se propager sur ma peau comme un feu. Mais ce matin, quand Thierry est descendu, s'attendant à me voir me recroqueviller et me soumettre comme je le faisais toujours, son sourire a disparu dès l'instant où il a vu qui était assis à ma table. L'expression sur son visage, ce mélange de confusion et de terreur, valait presque toutes les larmes que j'avais versées dans le noir. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, si vous pensez qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à endurer ce que je m'apprête à partager, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant et commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez. Parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette épreuve. J'ai besoin de savoir que quelque part, quelqu'un comprend ce que c'est que d'aimer quelqu'un au point de se perdre complètement. Abonnez-vous pour ne jamais manquer des histoires comme la mienne. Des histoires de femmes qui ont dû se briser avant de pouvoir enfin se relever. Je vis à Bordeaux, en Gironde. Vous voyez le genre d'endroit dont je parle. Le quartier historique. De vieilles demeures en pierre avec des volets et des balcons en fer forgé. Le lierre grimpant sur les façades comme les fantômes du passé. C'est magnifique ici. Presque douloureusement magnifique. Le genre de beauté qui cache les choses laides qui se passent derrière les portes closes. Je suis professeur documentaliste dans un collège. Depuis 23 ans, j'ai passé ma vie entourée de livres, d'histoires de héros et de méchants, du bien triomphant du mal. Je n'ai jamais pensé que je vivrais dans l'une de ces histoires. Je n'ai jamais pensé que je serais la femme à la lèvre fendue, essayant de comprendre comment survivre à son propre mari. Thierry et moi sommes mariés depuis 18 ans. 18 ans. Pas d'enfants, juste nous deux. On avait l'habitude de dire qu'on était tout l'un pour l'autre. Il s'avère que lorsque quelqu'un devient votre tout, il peut aussi devenir votre pire cauchemar. Mais je m'emballe. Laissez-moi d'abord vous dépeindre le tableau de ce matin, puis je vous ramènerai en arrière pour vous montrer comment nous en sommes arrivés là. Ce matin, la table de ma salle à manger ressemblait à une page de magazine. Je n'exagère même pas. Je l'avais dressée avec notre service de mariage en porcelaine, celui que nous avions reçu en cadeau et que nous n'avions jamais utilisé parce qu'il était trop précieux. Des assiettes blanches avec un délicat liseré doré, le genre sur lequel on a peur de respirer. J'avais étalé ma plus belle nappe blanche, celle avec les bords brodés à la main que ma grand-mère avait faite. Elle avait passé des mois sur cette nappe. Chaque point une œuvre d'amour. J'avais disposé des fleurs fraîches, des gardénias de mon jardin, des gardénias, les mêmes fleurs que je portais le jour de notre mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais préparé un festin, un petit déjeuner de fête qui rendrait n'importe quelle grand-mère fière. Des œufs brouillés crémeux au comté, fondant comme ma grand-mère me l'avait appris. Du lard paysan grillé, croustillant sur les bords, des brioches maison, hautes et légères. Le dessus badigeonné de beurre pour qu'elle brille. Il y avait des fruits frais, du melon et des fraises disposées sur un plat. Le café infusait dans ma cafetière en inox, celle que je m'étais offerte à Noël dernier parce que Thierry disait que c'était un gaspillage d'argent. L'odeur emplissait toute la maison. Le beurre, le café et autre chose. La résolution. La détermination. L'odeur d'une femme qui en avait finalement assez. Je me suis assise en bout de table, le dos droit, les mains jointes sur mes genoux. Je portais ma robe bleu marine, la simple que j'avais mise à l'enterrement de ma mère il y a 3 ans. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère à mes oreilles, mes cheveux tirés en un chignon serré. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée avant de m'asseoir, et j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. L'hématome sur ma joue était maintenant violet foncé, s'étendant de ma pommette jusqu'à ma mâchoire. Ma lèvre était enflée, fendue en plein milieu là où elle s'était accrochée à ma dent quand sa main avait frappé. J'avais l'air d'une guerrière qui avait traversé une bataille. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Je l'entendais à l'étage, la douche qui coulait, le réveil de son téléphone qui sonnait, ce même bip agaçant qu'il utilisait depuis 15 ans. Je suis restée assise là et j'ai attendu.
Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Mais mes mains étaient de stable. Après tout, après toute la peur, les larmes et la honte, mes mains étaient enfin stables. À 8h05, j'ai entendu ses pas dans l'escalier. Des pas lourds, confiants, les pas d'un homme qui pensait avoir gagné. Il est entré dans la salle à manger vêtu de ses vêtements du week-end, un polo et un pantalon en toile. Ses cheveux étaient encore humides de la douche. Il a regardé la table et j'ai observé son visage. D'abord, il y a eu la confusion. Ses sourcils se sont froncés et il a regardé de la nourriture à moi, puis de nouveau à la nourriture. Puis ses yeux se sont posés sur mon visage, sur l'hématome qu'il y avait mis, sur ma lèvre fendue. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a souri. Pas un sourire de regret ou de honte, un sourire de satisfaction, un sourire qui disait « Enfin, je t'ai fait comprendre ». Il a tiré sa chaise et s'est assis comme un roi contemplant son royaume. Il a attrapé une brioche, l'a soulevée, l'a examinée comme si c'était une sorte de trophée. Il en a pris une bouchée et je l'ai regardé mâcher. J'ai regardé les miettes tomber de sa bouche sur la nappe de ma grand-mère, puis il l'a dit. Les mots qui ont confirmé tout ce que je soupçonnais sur ce qu'il était devenu. « Tu as enfin compris, hein ?» Sa voix était désinvolte, presque joyeuse, un peu de discipline. « Et regarde, tu te souviens comment être une épouse ?» Il a ri. A vraiment ri. « C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début, ma chérie. Tu avais juste besoin de comprendre qui commande. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste observé. Je l'ai regardé manger ma brioche. Je l'ai regardé se pencher en arrière sur sa chaise avec ce sourire suffisant. Il n'avait aucune idée que le sol allait se dérober sous ses pieds, aucune idée que la femme assise en face de lui n'était pas la même femme qu'il avait giflée la veille. Et puis, à exactement 8h12, la sonnette a retenti. Ce simple son, ding-dong, a fendu l'air matinal comme un couteau. J'ai vu son visage changer. Le sourire a vacillé. Sa mâchoire s'est crispée. C'est qui, bon sang? Il a posé la brioche. L'irritation inondant ses traits. Je t'avais dit que je ne voulais pas de visite le week-end. Valérie, qui as-tu invité sans me demander? Je me suis levée lentement, délibérément. J'ai lissé ma robe avec mes mains et je l'ai regardée droit dans les yeux. Je les ai invités, ai-je dit. Ma voix était calme, froide. Et tu vas rester assis là et attendre. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Chaque pas me donnait l'impression de marcher vers ma liberté. Je sentais ses yeux dans mon dos. Je sentais sa confusion se transformer en autre chose. De l'anxiété peut-être. De la peur. Bien. Il était temps qu'il ressente ce que je ressentais depuis 3 ans. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. Le capitaine Léa Martin en uniforme, son insigne captant la lumière du matin. Le pasteur Jérôme avec sa chemise de clergyman noir et son col blanc, le visage sérieux et triste, et ma sœur Delphine, des larmes coulant déjà sur son visage, sa main serrant son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. Ils ont regardé mon visage, l'hématome, ma lèvre fendue, et j'ai vu l'éclair de rage dans leurs yeux à tous. Mais ils n'ont rien dit. Ils m'ont juste suivi dans la salle à manger. Quand Thierry les a vus entrer, je vous jure, toute la couleur a quitté son visage. Il est passé du brun au gris en l'espace d'un battement de cœur. La brioche qu'il tenait est tombée de sa main, a heurté l'assiette en porcelaine avec un léger cliquetis, puis a roulé sur la table, s'effritant en morceaux. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il m'a regardé, et pour la première fois en 3 ans, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Une peur réelle, authentique. « Valérie » a-t-il finalement réussi à dire, la voix étranglée. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? » Je ne me suis pas rassise. Je suis restée debout, les mains le long du corps. Face à lui, de l'autre côté de la table. Le pasteur Jérôme et Delphine se tenaient à ma droite. Le capitaine Martin se tenait à ma gauche, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture près de ses menottes. Le symbolisme n'a échappé à personne dans cette pièce. Ça, ai-je dit, ma voix stable et froide. C'est la conséquence que tu fuis depuis 3 ans, Thierry. C'est l'heure du jugement. Mais je m'emballe encore.
Pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment, pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, vous devez connaître notre histoire. Vous devez savoir qui était Thierry avant et ce qu'il est devenu. Vous devez savoir que je n'ai pas toujours eu une lèvre fendue. Je n'ai pas toujours tressailli quand il élevait la voix. Il fut un temps où sa voix était le son le plus doux du monde pour moi. Dans ma cuisine, il y a ce cadre photo numérique posé sur le comptoir à côté de la cafetière. Ma nièce me l'a offert pour Noël il y a 2 ans. Il fait défiler les photos automatiquement, un diaporama constant du passé. Et ce matin, pendant que je préparais ce petit déjeuner, pendant que je me préparais pour le jour le plus important de ma vie, ces photos n'arrêtaient pas de défiler. Chacune était comme un couteau dans le cœur. La première photo qui est apparue était celle de notre mariage. Mon Dieu, on avait l'air si jeune. J'avais 34 ans. Il en avait 36. Je portais une robe couleur crème, simple et élégante, tenant un bouquet de gardénias. Thierry était dans un costume gris impeccable, et le sourire sur son visage, c'était de la joie pure, authentique. Nous étions devant l'église Saint-Pierre, l'église que nous avions fréquentée ensemble pendant des années, l'église où nous nous étions rencontrés lors d'un groupe de discussion sur un livre. Le soleil brillait et derrière nous, on pouvait voir tous nos amis et notre famille. Tout le monde souriait, tout le monde était si heureux pour nous. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je me souviens avoir pensé que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. La photo suivante datait d'il y a environ 10 ans. Thierry recevait un prix, celui du meilleur enseignant de l'Académie de Bordeaux. Il était professeur d'histoire géo au lycée, et il était brillant. Les élèves l'adoraient. Il avait cette façon de rendre l'histoire vivante, de les faire s'intéresser à des gens morts il y a des centaines d'années. Sur la photo, il tient cette plaque, et son sourire est si fier. Il porte sa cravate préférée, celle avec les petits livres imprimés dessus. Je suis à côté de lui sur la photo, mon bras autour de sa taille, le regardant comme s'il était tout pour moi, parce que pour moi, il l'était. Il était tout ce que j'admirais. Intelligent, compatissant, dévoué. Il citait souvent Victor Hugo à ses élèves. Il rentrait à la maison et me racontait des histoires sur les jeunes, sur ceux qui avaient des difficultés et comment il les aidait. Il s'en souciait. Mon Dieu, il s'en souciait tellement. Une autre photo a défilé. Celle-ci datait d'un gala de charité il y a environ 8 ans. Nous étions tous les deux dans le comité d'organisation. Thierry était au conseil d'administration du lycée et je dirigeais un programme d'alphabétisation pour les enfants défavorisés. Sur la photo, nous sommes sur notre 31, moi en robe de soirée noire, lui en smoking. Nous dansons. Sa main est au creux de mes reins et nous rions tous les deux de quelque chose. Je ne me souviens plus de quoi, mais je me souviens de la sensation. Je me souviens de me sentir en sécurité, chérie, aimée. C'est le mot. Aimer. Nous avions une belle vie. Une très belle vie. Cette maison dans le quartier historique. Nous l'avions achetée ensemble il y a 15 ans. Elle avait besoin de travaux, mais nous l'avons rénovée pièce par pièce. Thierry a lui-même refait les parquets. J'ai peint chaque mur, choisi chaque rideau. Nous avions nos rendez-vous du vendredi soir dans ce petit restaurant de fruits de mer sur les quais. Il me laissait des mots d'amour. Des petits bouts de papier glissés dans mon sac pour le déjeuner. Passe une belle journée, ma reine. C'est comme ça qu'il m'appelait, sa reine. Je vous raconte tout ça parce que j'ai besoin que vous compreniez. Je n'ai pas épousé un monstre. J'ai épousé un homme bon qui est devenu un monstre et cette transformation. La voir se produire jour après jour. C'était la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Pire que l'hématome sur mon visage. Pire que la lèvre fendue. Regardez quelqu'un que vous aimez disparaître et être remplacé par quelqu'un que vous craignez. C'est une forme d'enfer particulière. Le changement a commencé il y a 3 ans. 3 ans. C'est là que tout s'est effondré. C'est là que l'homme que j'avais épousé a commencé à mourir et que quelqu'un d'autre a commencé à prendre sa place. Tout a commencé par une accusation. Une lycéenne, en terminale, 17 ans. Elle a accusé Thierry de contact inapproprié. A dit qu'il l'avait touché de manière inappropriée lors d'une séance de soutien scolaire après les cours. L'accusation a frappé nos vies comme une bombe. Un jour, tout était normal et le lendemain, Thierry était suspendu en attendant une enquête.
Je savais que ce n'était pas vrai. Mon Dieu, je le savais. Thierry ne ferait jamais, jamais une chose pareille. Il a fait l'objet d'une enquête approfondie. Le rectorat, la police, tout le monde a examiné l'affaire. Et après 2 mois d'enfer, 2 mois de rumeurs, de chuchotements et de regards en coin au supermarché, l'affaire a été classée. Complètement classée. Ils ont trouvé des preuves qu'elle avait tout inventé. Des SMS à ses amis sur le fait qu'elle était en colère contre lui pour lui avoir mis une mauvaise note à un devoir, sur le fait qu'elle allait le lui faire payer. La fille a été renvoyée. L'affaire était close. Thierry a été réintégré, mais le mal était fait. Vous savez comment c'est. Une fois que l'accusation est lancée, peu importe qu'elle soit prouvée fausse. Les gens se souviennent de l'accusation. Ils ne se souviennent pas de l'acquittement. Des parents ont commencé à retirer leurs enfants de ses classes. Des collègues qui déjeunaient avec lui avaient soudain d'autres projets. Le rectorat lui a discrètement demandé de quitter son poste au conseil. Pour le bien de l'établissement, ont-ils dit. Pour laisser les choses se tasser. Il a été muté dans un autre lycée de la banlieue. Loin du lycée où il avait enseigné pendant 15 ans, où il connaissait tout le monde, où il était respecté et aimé, vers un lycée où il n'était que ce professeur avec l'accusation. Peu importait qu'il soit innocent. La tâche était là. Sa réputation, la chose sur laquelle il avait bâti toute sa vie d'adulte, était détruite. Et je l'ai vu s'effondrer sous ce poids. Au début, j'ai pensé qu'il rebondirait. Thierry était fort. Il était résilient. Mais l'alcool a commencé environ 1 mois après son retour à l'enseignement. Juste un verre de bourbon le soir pour l'aider à dormir, disait-il. Puis ce furent 2 verres. Puis ce fut la moitié de la bouteille. Il rentrait du lycée et allait directement au bar. Ne changeait même pas ses vêtements d'abord. Se versait juste un verre, le buvait d'un trait, s'en versait un autre. Et la colère a commencé. Pas au début. Au début, il était juste triste, abattu. Il s'asseyait sur le canapé avec son verre et fixait le vide. Mais ensuite, la tristesse a tourné à l'aigre. Elle a caillé en quelque chose de laid. Et cette laideur avait besoin d'une cible. Cette cible, c'était moi. Ça a commencé petit. Si petit que j'ai à peine remarqué que ça se produisait. Des petites remarques. Si tu avais été plus véhémente pendant l'enquête, peut-être que les gens me croiraient maintenant. Tu es si silencieuse à l'église. Les gens pensent probablement que tu as des doutes sur moi, toi aussi. Tu aurais pu mieux me défendre. C'était toujours de ma faute. Pas la faute de la fille qui avait menti. Pas la faute du rectorat qui l'avait abandonnée. Ma faute, parce que je n'en avais pas fait assez. Parce que je n'étais pas assez. Puis il a commencé à tout contrôler. De petites choses. Au début, il a pris en main les finances. A dit que je dépensais trop. Que nous devions être plus prudents. Il a pris ma carte de débit et m'a donné une allocation. 50 € par semaine pour les courses et tout ce dont j'avais besoin. Quand j'ai protesté, il a dit que j'étais égoïste. A dit que c'était lui qui travaillait à plein temps, que son salaire était plus élevé que le mien, que c'était à lui de gérer l'argent. Et moi, que Dieu me pardonne, je l'ai laissé faire parce que je pensais que c'était juste le stress. Je pensais qu'une fois qu'il se serait adapté au nouveau lycée, une fois que le temps aurait passé, il redeviendrait l'homme que j'avais épousé. Il a commencé à m'isoler de mes amis. Chaque fois que je voulais sortir, il faisait des commentaires. « Tu vas répandre des ragots sur moi avec tes amis. Je parie qu'elles pensent toutes que je suis coupable, comme tout le monde. » C'était plus facile de rester à la maison, plus facile d'éviter la confrontation. Alors, j'ai arrêté d'aller au club de lecture, j'ai arrêté de prendre le café avec Léa de l'église, j'ai arrêté d'appeler ma sœur aussi souvent. J'ai rétréci mon monde à juste lui et moi, parce que c'était le seul moyen de garder un semblant de paix. Il y a environ 2 ans, le premier véritable incident s'est produit. Je ne l'oublierai jamais. C'était un mardi soir. J'avais préparé le dîner, un hachis parmentier, son plat préféré. Il est rentré tard, déjà à moitié ivre, s'est assis à table sans dire un mot. J'ai essayé de faire la conversation, lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a juste grogné. J'ai demandé si la nourriture était bonne. Il m'a regardé avec ses yeux froids et a dit « C'est sec. Le hachis est sec. Tu ne sais même plus cuisiner, n'est-ce pas ?» J'ai dit que j'étais désolée, que je lui préparerais autre chose s'il le voulait. Et c'est là qu'il a pris son assiette et l'a jetée.
Pas sur moi, contre le mur. L'assiette s'est brisée. La purée et la viande ont glissé le long du mur et sur le sol. De la sauce partout. Il a regardé le désordre, puis m'a regardé et a dit « Nettoie ça ». Puis il est monté dans la chambre. Je suis restée là, figée, je ne sais combien de temps. Puis j'ai pris de l'essuie-tout et j'ai nettoyé. J'ai frotté le mur jusqu'à ce que la tache de sauce disparaisse. J'ai ramassé chaque morceau d'assiette cassée et je me suis dit que c'était l'alcool. C'était le stress. Ce n'était pas lui, ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. Mais ça s'est reproduit, encore et encore. Pas tous les jours, pas même toutes les semaines, mais assez souvent pour que je commence à marcher sur des œufs. J'ai appris à lire ses humeurs au son de sa portière de voiture se fermant quand il rentrait à la maison. Une fermeture douce signifiait qu'il était d'humeur correcte. Un claquement signifiait que je devais me faire discrète. J'ai appris quels sujets éviter. Ne pas mentionner l'ancien lycée, ne pas mentionner l'accusation, ne pas demander comment s'est passée sa journée s'il avait l'air fatigué, ne pas respirer trop fort. Il y a environ 18 mois, c'est devenu physique pour la première fois. Enfin, pas des coups. Pas encore, mais presque. Nous nous disputions à propos d'argent. J'étais allée chez le coiffeur sans lui demander d'abord. J'avais utilisé 45 € de mon propre salaire. Il a vu le reçu et a perdu la tête. Il a commencé à crier que j'étais égoïste, que je ne le respectais pas, que j'étais comme tous les autres qu'il avait trahis. J'ai essayé de m'éloigner. J'ai dit que je ne voulais pas me disputer. Il m'a attrapé le bras, l'a attrapé fort, ses doigts s'enfonçant dans ma chair, et il m'a tiré en arrière. « Ne me tourne pas le dos quand je te parle », a-t-il sifflé. Son visage était à quelques centimètres du mien, et je pouvais sentir le bourbon sur son haleine. « Tu n'as pas le droit de t'en aller. » Il a tenu mon bras pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Quand il a lâché, il y avait des marques rouges, des marques en forme de doigts qui se sont transformées en bleu le lendemain. 5 petits bleus, un pour chaque doigt. J'ai porté des manches longues pendant une semaine. J'ai dit à Léa à la bibliothèque que j'avais froid à Bordeaux en juillet. Cette nuit-là, j'ai failli partir. J'ai fait un sac. Il était sur le lit et je mettais mes affaires de toilette dedans quand Thierry est entré dans la chambre. Il a regardé le sac et quelque chose comme de la panique a traversé son visage. Pas de la colère, de la panique. Il est tombé à genoux, a vraiment chuté à genoux devant moi et il a commencé à pleurer, à sangloter, à dire qu'il était désolé, qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris, que ça n'arriverait plus jamais. Il a enroulé ses bras autour de ma taille et a enfoui son visage dans mon ventre et a pleuré comme un enfant. Et moi, Dieu me pardonne. J'ai défait le sac. Je l'ai serré dans mes bras pendant qu'il pleurait. Je lui ai caressé les cheveux et je lui ai dit que tout allait bien, que nous allions surmonter ça ensemble, que je lui pardonnais. Parce que c'est ce que font les épouses, non? C'est ça l'amour, non? Soutenir son partenaire quand les choses deviennent difficiles. C'est ce qu'on m'avait appris. C'est ce que je croyais. Mais ça s'est reproduit. Bien sûr que ça s'est reproduit, parce que je lui avais montré qu'il n'y avait pas de véritables conséquences. Il pouvait me faire du mal et je lui pardonnerais. Il pouvait me faire peur et je resterais. Alors les limites n'ont cessé de reculer. Il m'a attrapé à nouveau, plus fort la fois suivante. M'a poussé une fois, pas fort, mais assez pour que je trébuche. Et chaque fois, il y avait des larmes, des excuses et des promesses. Et chaque fois, je le croyais parce que je voulais le croire. Parce que j'avais besoin de croire que quelque part à l'intérieur de cet homme en colère et amer se trouvait l'homme que j'avais épousé. La violence verbale s'est aggravée. Il se moquait de moi. Professeur documentaliste, ricanait-il. Un travail tellement important, lire des histoires à des gamins toute la journée. Au moins, avant, je faisais quelque chose qui comptait. Il me comparait à d'autres femmes. Des femmes qui soutenaient davantage leur mari. Des femmes qui savaient se taire. Des femmes qui étaient réellement séduisantes. Cette dernière remarque m'a fait plus de mal que je ne veux l'admettre. J'ai commencé à éviter les miroirs. J'ai commencé à porter des vêtements plus amples. Je me suis sentie devenir plus petite dans tous les sens du terme. Il y a environ 1 an, j'ai essayé de partir à nouveau.
J'avais trouvé une annonce pour un appartement, un petit 2 pièces de l'autre côté de la ville. Je suis allée le visiter pendant ma pause déjeuner. C'était minuscule, à peine 40 mètres carrés, mais il avait de grandes fenêtres, et c'était calme. Je pouvais m'imaginer là, assise à la lumière du matin avec une tasse de thé, sans me soucier de l'humeur de mon mari, sans sursauter au bruit d'une porte qui se ferme. J'ai rempli un dossier de location. Ce soir-là, Thierry a trouvé le dossier dans mon sac à main. Je ne sais pas ce qu'il y cherchait, mais il l'a trouvé. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la chambre quand je suis sortie de la douche, tenant le papier à la main. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix était dangereusement calme. J'ai resserré mon peignoir autour de moi. Thierry, je ne peux plus continuer comme ça. Je pense qu'on a besoin d'un peu de distance. De la distance? Il a prononcé le mot comme si c'était du poison. Tu veux de la distance avec ton mari? Après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que j'ai perdu, tu veux m'abandonner, toi aussi? Je ne t'abandonne pas, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Je pense juste qu'on a tous les deux besoin de temps pour réfléchir. Peut-être que si nous... Tu ne pars pas, il est entré dans la pièce. Tu ne vas nulle part, Valérie. Tu es ma femme. Tu as fait un vœu pour le meilleur et pour le pire. Et ce n'est pas parce que les choses ont empiré. Si tu crois que tu peux t'enfuir. Thierry, s'il te plaît. Où vas-tu aller? Il avançait vers moi maintenant. Et je reculais jusqu'à ce que mon dos heurte le mur. Qui va te croire, toi, plutôt que moi? Qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? Que ton mari est méchant avec toi parfois, qu'il élève la voix. Pauvre petite chose. Il était à quelques centimètres de mon visage maintenant. Tu ne pars pas. Ta place est ici. Tu m'appartiens. Tu comprends? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste hoché la tête et il s'est retourné et est parti, emportant le dossier avec lui. Je l'ai entendu le déchirer dans la cuisine. J'ai entendu les morceaux tomber dans la poubelle. Et je me suis assise sur le bord du lit. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible. J'ai réalisé que j'étais piégée, que j'avais attendu trop longtemps. Que l'homme qui me laissait des mots d'amour me considérait maintenant comme une propriété, comme quelque chose qu'il possédait. Les mois qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. J'allais au travail, rentrais à la maison, préparais le dîner et j'essayais d'être invisible. J'ai arrêté de sourire, arrêté de rire. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Ma sœur Delphine, à qui je parlais chaque semaine, a commencé à poser des questions. « Val, ça va? Tu as l'air différente. Est-ce que tout va bien avec Thierry? » Et je mentais. Je lui disais que tout allait bien. Juste fatiguée par le travail. Juste le fait de vieillir. Elle n'a pas insisté, mais je pouvais entendre le doute dans sa voix. Léa, mon amie du club de lecture, a aussi essayé de prendre de mes nouvelles. Elle est capitaine de police à Bordeaux, et elle a un bon instinct. Elle m'a vue au supermarché il y a environ 6 mois, et je portais un col roulé en septembre. Elle m'a regardée, m'a vraiment regardée, et m'a demandé si ça allait. Je lui ai menti à elle aussi. J'ai dit que je luttais contre un rhume, que je ne voulais pas prendre froid. Elle m'a donné sa carte, m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai mis la carte dans mon portefeuille et j'ai essayé de l'oublier, mais je ne pouvais pas oublier parce que les choses continuaient d'empirer. Thierry a cessé de faire semblant d'être désolé quand il m'attrapait, me bousculait ou me coinçait dans un coin. Il n'y avait plus de larmes, plus d'excuses, juste un silence froid. Comme si c'était normal, comme si c'était juste ce qu'était notre mariage maintenant. Et j'ai commencé à le croire. J'ai commencé à penser que c'était peut-être ce que je méritais, que peut-être je l'avais si complètement déçu que sa colère était justifiée. Il y a 3 mois, il a commencé à rentrer de plus en plus tard, sentant non seulement le bourbon, mais aussi la cigarette, alors qu'il avait arrêté de fumer il y a 10 ans. Il rentrait en titubant à minuit, 1h du matin. Je restais allongée dans le lit, faisant semblant de dormir, l'écoutant se cogner contre les meubles en bas. Il montait, se couchait sans prendre de douche et s'effondrait. Toute la chambre sentait l'alcool, la fumée et autre chose. La rage. Si la rage avait une odeur, ce serait ça.
Le mois dernier, j'ai arrêté de dormir dans notre lit. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis. Je lui ai dit que j'avais mal au dos, que le matelas plus ferme m'aidait. Il n'a même pas discuté. Je ne pense pas que ça lui importait. Je pense qu'il était soulagé de ne pas avoir à me regarder. Et honnêtement, j'étais soulagée de ne pas avoir à m'allonger à côté de lui, me demandant si ce soir serait la nuit où il ferait plus que m'attraper, me demandant si ce soir serait la nuit où ça irait trop loin. Et puis, il y a eu la nuit dernière, la nuit où tout a éclaté au grand jour. La nuit où j'ai enfin vu la vérité avec une clarté parfaite. J'étais dans la cuisine en train de me faire une tisane. Il était tard, presque minuit. Je ne pouvais pas dormir. L'anxiété me rongeait l'estomac. Je portais mon peignoir, ce peignoir en soie bordeaux que ma sœur m'avait offert pour Noël il y a 3 ans. Il est magnifique, vraiment, avec des fleurs brodées sur les manches. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange de porter quelque chose de si joli, tout en me sentant si laide à l'intérieur. J'étais au comptoir, attendant que la bouilloire siffle, quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Le moteur s'est arrêté, puis le silence. J'ai retenu mon souffle, à l'écoute. La portière de la voiture s'est ouverte, puis a claqué fort. Mon estomac s'est noué. Un claquement fort n'était jamais bon signe. J'ai entendu ses clés dans la serrure. Je l'ai entendu manquer le trou de la serrure plusieurs fois avant de réussir à l'insérer. La porte s'est ouverte et j'ai pu dire à sa démarche qu'il était très ivre, plus ivre que d'habitude. Il est entré dans la cuisine et l'odeur m'a frappé en premier. Bourbon, cigarette et sueur. Sa chemise était sortie de son pantalon. Ses yeux étaient injectés de sang. Il m'a regardé et il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de plus sombre que la colère. Quelque chose qui ressemblait presque à de la haine. Il n'a rien dit au début. Il s'est juste approché du comptoir et a vu l'enveloppe qui s'y trouvait. L'enveloppe que j'avais imprimée ce matin-là, un dossier de location pour un appartement, un autre, moins cher, un que je pouvais me permettre avec juste mon salaire. Je l'avais imprimé et laissé là. Trop fatiguée pour la cacher. Trop fatiguée pour continuer à faire semblant. Peut-être qu'une partie de moi voulait qu'il la trouve. Peut-être qu'une partie de moi voulait forcer la confrontation. Il a pris l'enveloppe, a regardé à l'intérieur, et j'ai vu son visage passer de la confusion à la compréhension, puis à la rage pure. Il a sorti le dossier, l'a fixé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sa voix était basse, dangereuse. Thierry, j'ai commencé, mais il m'a coupé. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Valérie? Plus fort maintenant. Un dossier de location. Tu essayes encore de me quitter. Je ne peux plus continuer comme ça, ai-je dit. Ma voix tremblait. Mais je me suis forcée à le dire. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas continuer à marcher sur des œufs. Je ne peux pas continuer à avoir peur dans ma propre maison. Je pars, Thierry. J'en ai fini. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. Pendant 1 seconde, j'ai cru qu'il me laisserait peut-être partir, qu'il réaliserait peut-être que nous nous étions détruits l'un l'autre, qu'il n'y avait plus rien à sauver. Mais son visage s'est tordu et il a déchiré le dossier en 2, puis encore en 2, et encore. Il a continué à déchirer jusqu'à ce que ce ne soit plus que des confettis dans ses mains, et il m'a jeté les morceaux dessus. Ils ont flotté jusqu'à moi comme de la neige. « Tu ne vas nulle part ?» a-t-il dit, et sa voix était glaciale. « Je te l'ai déjà dit, Valérie. Tu es à moi. Tu n'as pas le droit de partir. Tu n'as pas le droit de m'abandonner comme tous les autres l'ont fait. Je ne t'abandonne pas, » ai-je dit, et je pouvais entendre le désespoir dans ma propre voix. J'essaie de me sauver. « Tu ne vois pas ce qui nous est arrivé? Tu ne vois pas que nous nous détruisons? » ?»« Non, » a-t-il dit en s'avançant vers moi. « C'est toi qui me détruis. Toi et tous les autres. Ma carrière est foutue. Ma réputation est foutue. Et maintenant tu veux prendre la seule chose qu'il me reste. Ma femme, ma maison. Thierry, s'il te plaît. » J'ai levé les mains, essayant de l'apaiser, essayant de le calmer, mais il m'a saisi les épaules. Ses doigts se sont enfoncés durement, douloureusement, et il m'a secoué. « Tu ne pars pas !» a-t-il crié juste devant mon visage. Je pouvais sentir son postillon sur ma joue.
Tu m'entends? Tu ne pars pas? Tu me fais mal? Ai-je haleté, en essayant de me dégager? Thierry, arrête! Tu me fais mal! Mais il n'a pas arrêté. Il m'a secoué plus fort et ma tête a été projetée d'avant en arrière. Je me suis sentie étourdie, désorientée. J'ai essayé de lui retirer les mains, mais il était tellement plus fort. Quand j'ai finalement réussi à me dégager de lui, j'ai trébuché en arrière. Ma hanche a heurté le bord du comptoir et une douleur aiguë a traversé mon flanc. « Regarde ce que tu m'as fait faire », a-t-il dit, le souffle court. « C'est ta faute. Si seulement tu restais à ta place, si seulement tu étais une bonne épouse, rien de tout cela n'arriverait. »« Je suis une bonne épouse », ai-je dit, et des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Je t'ai soutenu à travers tout, l'accusation, ta colère, l'alcool. J'ai encaissé ta rage et ta cruauté et je suis restée. Mais je ne peux plus, je ne peux plus. Tu me tues, Thierry. Tu ne vois pas? Tu es en train de tuer ce que je suis. Et c'est là qu'il l'a fait. C'est là qu'il a franchi la ligne qui ne pouvait être franchie. Sa main s'est levée, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait m'attraper à nouveau. Mais sa main a continué son chemin. Elle a traversé mon visage. Le dos de sa main a heurté ma joue avec un claquement qui a retenti comme un coup de tonnerre dans la cuisine silencieuse. La force du coup a fait tourner ma tête sur le côté. Ma lèvre s'est accrochée à ma dent et s'est fendue. J'ai immédiatement goûté le sang, métallique et chaud. La douleur était vive et immédiate, se propageant sur mon visage comme un feu. Mais pire que la douleur physique, c'était la réalisation. Il l'avait fait. Après 3 ans à repousser les limites, à m'attraper, me bousculer et me coincer dans des coins, il m'avait finalement frappé au visage. Comme si je n'étais rien, comme si j'étais moins que rien. Je suis restée là, ma main se portant à ma bouche, sentant le sang sur mes doigts. Je l'ai regardé, l'ai vraiment regardé, et je n'ai pas reconnu l'homme qui se tenait devant moi. Ce n'était pas Thierry, ce n'était pas mon mari. C'était un étranger qui lui ressemblait, mais qui n'avait plus rien de son âme. Il respirait fort, fixant sa propre main comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. Mais il ne s'est pas excusé. Il n'a pas pleuré ni ne s'est agenouillé comme les autres fois. Il m'a juste regardé et son visage était froid. Vide. « Nettoie-toi », a-t-il dit. « Tu saignes sur le sol. » Puis il s'est retourné et est parti. Est parti comme s'il venait de commenter la météo, comme s'il n'avait pas juste brisé tout ce que nous avions jamais été. Je l'ai entendu monter à l'étage. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer, et je suis restée là, dans la cuisine, du sang coulant de ma lèvre sur mon beau peignoir bordeaux, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais ce n'était pas mon esprit. C'étaient les chaînes que je portais depuis 3 ans. Les chaînes de l'espoir qu'il changerait. Les chaînes de la peur de ne pas pouvoir survivre sans lui. Les chaînes de la croyance que l'amour signifiait tout endurer. Ces chaînes se sont brisées, et ce qui restait, c'était la clarté. Une clarté froide et tranchante. Je suis allée à la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me fixait avait une lèvre enflée, du sang sur le menton, et un hématome qui se formait déjà sur sa joue. Mais ses yeux étaient différents. Ils étaient éveillés. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. L'eau piquait ma lèvre fendue, mais j'ai accueilli la douleur. C'était la preuve que j'étais encore en vie, encore là. J'ai pressé un gant de toilette froid sur ma bouche jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Puis je suis retournée à la cuisine et j'ai pris une décision. La décision qui allait tout changer. Je n'allais pas appeler la police tout de suite. Je n'allais pas faire un sac et courir chez ma sœur parce que je connaissais Thierry. Il déformerait la vérité. Il dirait que c'était un accident. Il pleurerait, s'excuserait et promettrait de changer. Et si je partais sur le champ, en pleine nuit, sans preuve, sans témoin, ce ne serait que ma parole contre la sienne. Et sa parole, malgré tout, avait encore du poids dans cette communauté. Il était le professeur qui avait été faussement accusé. Il était la victime d'une adolescente menteuse. Les gens avaient pitié de lui. Ils diraient que j'exagérais, que j'étais dramatique, que tous les mariages ont des moments difficiles. Non. Je devais faire ça différemment. Je devais le faire d'une manière qui ne pouvait être niée ou expliquée. J'avais besoin de témoins.
J'avais besoin de preuves. Je devais m'assurer que lorsqu'il essaierait de prétendre que je surréagissais, il y aurait des gens qui auraient vu mon visage, qui auraient entendu la vérité de ma propre bouche, qui ne pourraient pas être influencés par ses larmes ou son charme. Alors j'ai commencé à planifier. Là, à minuit, avec une lèvre fendue et une joue contusionnée, debout dans ma cuisine. J'ai planifié sa chute, et la mienne aussi, d'une certaine manière, parce que je savais que faire cela signifierait la fin de mon mariage, la fin de la vie que j'avais bâtie, la fin de la femme que j'avais été pendant 18 ans. Mais cette femme était déjà morte. Elle est morte quand sa main a heurté son visage. Ce que je faisais maintenant, c'était construire quelque chose de nouveau à partir des cendres. La première chose que j'ai faite a été de prendre mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais je me suis forcée à composer le numéro. J'ai d'abord appelé ma sœur Delphine. Elle vit à Lyon, à quelques heures de route. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'elle ne réponde, sa voix pâteuse de sommeil. « Val, qu'est-ce qui ne va pas? Il est minuit. » Et je lui ai tout dit. Mon Dieu, je lui ai tout dit sur l'alcool, la colère, le contrôle, la peur, sur les fois où il m'avait attrapée et bousculée, et cette nuit, sur la gifle. Ma voix était remarquablement stable pendant que je parlais, comme si je racontais la vie de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas interrompu, a juste écouté avec de petits halètements et des sanglots. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. Puis elle a dit « J'arrive. Je prends ma voiture tout de suite. »« Non, » ai-je dit. « Pas maintenant. Viens demain matin. J'ai besoin que tu sois là à 8 heures. Tu peux faire ça? »« Val, qu'est-ce que tu prépares? »« Justice, » ai-je dit. « Je prépare la justice. Seras-tu là? »« Je serai là, » a-t-elle dit. « Je partirai à 5 heures. Je serai là. » Le deuxième appel a été plus difficile. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro du pasteur Jérôme. Il nous avait mariés. Il nous avait conseillés dans les moments difficiles, avant que les choses ne deviennent vraiment graves. C'était un homme bon, un homme gentil, un homme qui croyait en la sainteté du mariage, mais aussi en la sainteté de la vie humaine. J'ai composé son numéro. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Sœur Valérie, tout va bien? »« Non, pasteur, » ai-je dit. « Tout ne va pas bien. J'ai besoin de vous dire quelque chose et j'ai besoin que vous écoutiez. C'est tout. Pouvez-vous faire ça? » Bien sûr, ma sœur. Et je lui ai raconté aussi. Pas tout. Pas les 3 années entières, mais assez. Sur la colère de Thierry, sur sa consommation d'alcool, sur cette nuit, sur l'hématome sur mon visage et la lèvre fendue, et la prise de conscience que si je ne faisais rien, il pourrait y avoir une nuit où je ne m'en sortirais pas. Quand j'ai eu fini, le pasteur Jérôme est resté silencieux un long moment. Puis il a dit « De quoi avez-vous besoin de moi, sœur Valérie? » « J'ai besoin que vous veniez chez moi demain matin à 8 heures. J'ai besoin que vous soyez un témoin. J'ai besoin que vous voyiez ce qu'il a fait et j'ai besoin que vous soyez à mes côtés quand je ferai ce que je dois faire. »« Je serai là, » a-t-il dit sans hésitation. « Je serai là et j'apporterai le poids de notre communauté de foi avec moi. Vous n'êtes pas seule, ma sœur. Vous n'avez jamais été seule. » Le troisième appel était pour Léa, le capitaine Léa Martin, mon amie du club de lecture que j'évitais depuis des mois. J'ai sorti sa carte de mon portefeuille où je l'avais gardée tout ce temps. J'ai composé le numéro. Ça a sonné, et j'ai cru qu'elle n'allait pas répondre. Mais elle l'a fait. Martin. Léa, c'est Valérie. Valérie Dubois. Il y a eu une pause. Valérie. Il est tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Ai-je dit, et je lui ai tout raconté aussi. Tout. Et Léa, étant flic, étant formée pour ça, est passée en mode professionnel immédiatement. Où est-il maintenant? Il dort à l'étage. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Dois-je envoyer une voiture? Je suis en sécurité pour l'instant, mais j'ai besoin que vous veniez demain matin, à 8 heures. Je vais le confronter avec des témoins et ensuite je vais porter plainte. Mais j'ai besoin de vous là-bas. Valérie. Je devrais venir maintenant. Je devrais l'arrêter maintenant. Non, ai-je dit fermement. C'est ma maison, ma vie, et j'ai besoin de faire ça à ma façon. S'il te plaît, Léa, fais-moi confiance. Elle a soupiré. 8 heures. Je serai là.
Mais si quoi que ce soit arrive avant, vous appelez le 17 immédiatement. Promettez-le-moi. Promis. Après avoir raccroché, j'ai regardé l'horloge. Il était presque 1 heure du matin. J'avais 7 heures avant qu'il n'arrive. 7 heures pour me préparer. 7 heures pour transformer cette maison de ma prison en mon tribunal. J'ai commencé à cuisiner. Je sais que ça semble étrange, mais j'avais besoin de faire quelque chose pour occuper mes mains et mon esprit. Et il y avait quelque chose de symbolique là-dedans aussi. Pendant 3 ans, j'avais cuisiné des repas qu'il critiquait, ignorait, ou, comme ce soir, jetait contre le mur. Mais ce repas, ce petit déjeuner, serait différent. Ce serait le dernier repas que je lui préparerais, et il serait parfait. J'ai sorti ma cocotte Le Creuset. C'était un cadeau de mariage. Cette magnifique cocotte en fonte émaillée rouge que nous avions reçue de la tante de Thierry. Nous l'avions à peine utilisée parce qu'elle était si belle. Trop belle pour la cuisine de tous les jours. Mais rien dans cette journée n'allait être ordinaire. J'ai fait des œufs brouillés au fromage, comme ma grand-mère les faisait, avec du comté râpé ajouté à la fin jusqu'à ce qu'ils soient crémeux et riches. Pendant que les œufs cuisaient doucement, j'ai fait des brioches. De vraies brioches au bas beurre, découpées avec le vieil emporte-pièce de ma grand-mère, celui en étain qui est dans ma famille depuis des générations. J'ai utilisé mon robot KitchenAid, le rouge que je m'étais offert pour Noël l'année dernière quand Thierry avait dit que c'était trop cher. J'avais utilisé mon propre argent, de l'argent que j'avais mis de côté en petites sommes pendant des mois. J'ai fait la pâte, je l'ai étalée, j'ai découpé les brioches et je les ai mises au four. L'odeur de leur cuisson a rempli la maison. Beurre, bas beurre et espoir. Pendant que les brioches cuisaient, j'ai fait du lard paysan, du lard épais, le plus cher. J'ai déposé chaque tranche soigneusement dans ma poêle en fonte et j'ai écouté leur crépitement. J'ai brouillé les œufs avec de la crème comme ma mère me l'avait appris. J'ai coupé des fruits frais, les ai disposés sur un plat. J'ai programmé ma cafetière en inox pour qu'elle se mette en marche à 7h45. Tout devait être parfait. Tout devait être prêt. Vers 3 heures du matin, j'ai pensé à l'hématome sur mon visage. Je suis allée dans ma salle de bain et j'ai regardé mon tiroir à maquillage. J'ai cet anti-cerne, le Dermablend, couvrance totale. Je l'avais acheté en ligne pour 40 € après avoir vu une publicité. Il promettait de tout couvrir. Je l'utilisais pour cacher les bleus en forme de doigts sur mes bras quand je portais des manches courtes. Je l'ai sorti, l'ai tenu dans ma main. Je pouvais couvrir l'hématome sur mon visage. Je pouvais cacher ce qu'il avait fait, lui faciliter les choses, rendre cela moins choquant pour les personnes qui venaient. Puis je l'ai jeté à la poubelle. Le tube entier, 40 € gaspillés. Parce que non, plus de dissimulation. Plus question de lui faciliter les choses. Plus question de le protéger des conséquences de ses actes. Il devait voir. Le pasteur Jérôme devait voir. Léa devait voir. Ma sœur devait voir. Et Thierry, par-dessus tout, Thierry devait voir ce qu'il avait fait à la lumière du jour, sans alcool pour brouiller les pistes, sans colère pour le justifier. Juste la vérité simple et indéniable écrite sur mon visage. Vers 4 heures du matin, j'ai fait autre chose. Quelque chose que je prévoyais depuis des semaines, mais que je n'avais pas eu le courage de faire. J'avais commandé une sonnette avec caméra en ligne. Elle était arrivée il y a 1 semaine, encore dans sa boîte dans mon placard. Je l'ai sortie, j'ai lu les instructions et je l'ai installée. Ça m'a pris plus de temps que prévu parce que je ne suis pas très douée en technologie, mais j'ai réussi. Je l'ai montée à côté de la porte d'entrée, j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone et je l'ai connectée. Désormais, tout ce qui se passerait à ma porte d'entrée serait enregistré. Chaque conversation, chaque confrontation. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais documenter l'avenir. J'ai aussi installé mon iPad sur l'étagère de la salle à manger, incliné pour qu'il enregistre la table, caché derrière quelques livres, mais en train d'enregistrer. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de preuves au cas où il essaierait de prétendre plus tard que je mentais, que j'exagérais. J'aurais la vidéo. J'aurais des témoins. J'aurais tout ce dont j'avais besoin. À 5 heures du matin, la maison commençait à s'éveiller. Le ciel dehors passait du noir au bleu foncé. J'ai mis la table avec notre service de mariage en porcelaine,
les assiettes que nous avions reçues en cadeau et gardées dans le vaisselier parce qu'elles étaient trop précieuses. Eh bien, c'était un moment précieux. C'était le petit déjeuner le plus important de toute ma vie. J'ai étalé la nappe de ma grand-mère, la blanche aux bords brodés à la main, chaque point une œuvre d'amour. Je me suis demandé ce que ma grand-mère penserait de ce que je faisais. Elle avait été mariée pendant 50 ans avant le décès de mon grand-père. Mais ça avait été un bon mariage, un mariage bienveillant. Elle comprendrait. Je pense qu'elle serait fière. J'ai disposé des fleurs fraîches au centre de la table. Des gardénias de mon jardin, les mêmes fleurs que mon bouquet de mariée. Le symbolisme ne m'a pas échappé. Ces fleurs représentaient des promesses faites et des promesses rompues. Vers 6 heures du matin, je suis montée m'habiller. Je suis passée devant la chambre où Thierry dormait. Je pouvais l'entendre ronfler. Ce ronflement lourd et congestionné de quelqu'un qui a trop bu. Ce son était autrefois attachant. La preuve qu'il dormait profondément et en paix. Maintenant, il sonnait comme tout le reste chez lui. Lade. Je suis allée dans ma chambre, la chambre d'amis qui était devenue mon sanctuaire. J'ai pris une douche dans ma salle de bain, lavant le sang séché, les larmes, la peur. Je suis restée sous l'eau chaude et je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais refoulé. Le deuil de mon mariage, la terreur de ce que j'allais faire, le soulagement que ce serait enfin terminé, la culpabilité d'avoir peut-être abandonné trop tôt. Mais j'ai touché ma lèvre enflée. Et j'ai su que je n'avais pas abandonné trop tôt. J'avais tenu trop longtemps. Je suis sortie, me suis séchée et me suis habillée. J'ai choisi ma robe bleu marine avec soin, celle que je portais à l'enterrement de ma mère. Cela semblait approprié. C'était une sorte d'enterrement. La mort de Valérie, l'épouse. La mort de la femme qui était restée silencieuse. Je l'enterrais aujourd'hui. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. J'ai tiré mes cheveux en un chignon serré. Je me suis regardée une dernière fois dans le miroir. L'hématome était maintenant violet foncé, s'étalant sur ma joue. Ma lèvre était enflée et fendue. J'avais l'air d'une victime de violence domestique parce que c'est ce que j'étais. Et il était temps d'arrêter de faire semblant. À 7h30, j'étais assise en bout de table dans la salle à manger. La nourriture était prête, disposée dans des plats de service. Le café était infusé, remplissant la maison de son arôme riche. Tout était en place. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. À 7h50, j'ai entendu le réveil de Thierry sonner à l'étage. Ce bip agaçant qui m'avait réveillé pendant 18 ans. Je l'ai entendu appuyer sur snooze. Puis 5 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, il l'a éteint. J'ai entendu le lit grincer alors qu'il se levait. Je l'ai entendu aller à la salle de bain. J'ai entendu la douche commencer. Il prenait son temps. Aucune idée de ce qu'il attendait en bas. À 8h05, il est descendu. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, lourds et confiants. Les pas d'un homme qui pensait m'avoir remise à ma place. Les pas d'un homme qui s'attendait à me trouver recroquevillée, en larmes, ou partie. Il est entré dans la salle à manger et j'ai vu son visage passer par une série d'expressions. Confusion, surprise, calcul, puis satisfaction. Ce sourire qui s'est répandu sur son visage comme du poison. Ce sourire qui disait qu'il pensait avoir gagné. Il s'est assis, il a pris une brioche, il a prononcé ces mots. « Tu as enfin compris, hein? Un peu de discipline. Et regarde, tu te souviens comment être une épouse? » Il a ri. A vraiment ri. C'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début, ma chérie. Tu avais juste besoin de comprendre qui commande. Et j'ai attendu. Je suis restée assise là dans ma robe de deuil, avec ma lèvre fendue et mon visage meurtri. Et j'ai attendu que la sonnette retentisse. Et quand elle l'a fait, à exactement 8h12, quand ce simple ding-dong a fendu l'air matinal, je me suis levée. J'ai lissé ma robe. Et j'ai dit, je les ai invités. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Et ils étaient là. Le capitaine Léa Martin en uniforme, son insigne brillant au soleil du matin. Le pasteur Jérôme avec son col de clergyman, le visage triste et sérieux. Ma sœur Delphine, des larmes coulant déjà sur son visage. Ils m'ont regardé, m'ont vraiment regardé. Ils ont vu l'hématome.
Ils ont vu la lèvre fendue. Et j'ai vu la rage fulgurer dans leurs yeux. La colère juste des gens qui vous aiment et qui viennent de voir la preuve que vous avez été blessé. Nous sommes entrés dans la salle à manger ensemble. Et je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Thierry. La couleur s'est envolée. La brioche est tombée de sa main. Et pour la première fois en 3 ans, il avait peur. Pas en colère, pas sur la défensive. Peur. « Valérie », a-t-il dit, la voix étranglée. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » Je ne me suis pas assise. Je me tenais en bout de table, flanquée de ma sœur, de mon pasteur et d'un officier de police. Je me tenais droite, même si mon dos me faisait mal là où j'avais heurté le comptoir. Même si mon visage me lançait, même si mon cœur se brisait, je me tenais droite parce que je le devais. Ça, ai-je dit, et ma voix était froide et claire. C'est la conséquence que tu fuis depuis 3 ans, Thierry. C'est l'heure du jugement. Et puis je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit devant des témoins. Je lui ai dit comment il avait changé, comment l'alcool avait commencé et la colère avait grandi, comment il m'avait isolé, contrôlé et m'avait fait sentir que je n'étais rien. Je lui ai parlé de la première fois où il m'avait attrapé et de toutes les fois suivantes. Je lui ai parlé de la peur avec laquelle j'avais vécu, des œufs sur lesquels j'avais marché, des morceaux de moi-même que j'avais perdus en essayant de le calmer. Et la nuit dernière, ai-je dit, ma voix stable même si des larmes coulaient sur mon visage. La nuit dernière, tu as franchi une ligne qui ne peut jamais être effacée. Tu m'as frappé. Tu m'as regardé en face et tu m'as frappé. Et puis tu es parti comme si de rien n'était, comme si je n'étais rien. Thierry a essayé de parler. « Valérie, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Non, » l'ai-je coupé. Plus d'explications. Plus d'excuses. Plus de reproches à l'alcool, à l'accusation ou à moi. C'est toi qui as fait ça. Tu as fait ces choix. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Le pasteur Jérôme s'est avancé. « Frère Thierry » a-t-il dit. Et sa voix était lourde de déception. « Je vous connais depuis 15 ans. Je vous ai marié, vous et sœur Valérie. J'ai prié avec vous, je vous ai conseillé, et je vous le dis maintenant en tant que votre pasteur et en tant qu'homme de Dieu, ce que vous avez fait est inadmissible. C'est impardonnable sans un véritable repentir. Et en ce moment, tout ce que je vois, c'est un homme qui a été pris, pas un homme qui est désolé. » Le visage de Thierry s'est décomposé. « Pasteur, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que vous croyez, c'est exactement ce que l'on croit, » a dit Léa en s'avançant. Sa voix était professionnelle, détachée. « Monsieur Dubois, je suis le capitaine Léa Martin de la police nationale de Bordeaux. Madame Dubois m'a informé d'une agression qui a eu lieu la nuit dernière vers minuit. Une agression qui a laissé des blessures visibles. Elle a désigné mon visage. Je suis ici pour vous informer qu'elle va déposer une plainte officielle. »« Tu ne peux pas être sérieuse, » a dit Thierry en me regardant. « Valérie, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton mari. C'est une affaire privée. Ça a cessé d'être privé quand tu m'as frappé, ai-je dit. Ça a cessé d'être privé quand ton poing a heurté mon visage. Ça a cessé d'être privé quand j'ai dû goûter mon propre sang à cause de toi. » Ma sœur Delphine a pris la parole, la voix tremblante d'émotion. « Comment as-tu pu? Comment as-tu pu lui faire ça? Elle t'aimait. Elle t'a soutenu à travers tout. Et c'est comme ça que tu la remercies. »« Delphine, tu ne comprends pas, » a commencé Thierry. « Je comprends parfaitement, » l'a coupé Delphine. « Je comprends que ma sœur souffre en silence depuis 3 ans. Je comprends qu'elle cache des bleus, qu'elle trouve des excuses et qu'elle se fait toute petite pour que tu sois à l'aise. Je comprends qu'elle t'a presque laissé la détruire complètement, mais ça s'arrête aujourd'hui. » Thierry a regardé autour de la table, nous regardant tous, et j'ai pu voir la prise de conscience poindre sur son visage. Il n'y avait pas d'issue. Aucun beau discours, aucune larme, aucune promesse ne pourrait arranger ça. La preuve était sur mon visage. Les témoins étaient dans la pièce. La loi se tenait en uniforme près de la porte. « Valérie, s'il te plaît, » a-t-il dit, et sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'étais ivre. Je ne réfléchissais pas. Je vais me faire aider.
Je vais arrêter de boire. Je ferai tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, n'appelle pas la police. S'il te plaît, ne détruis pas ma vie. Je ne détruis pas ta vie, ai-je dit doucement. Tu l'as détruite toi-même. Je m'assure juste que tu en assumes les conséquences. Pour une fois en 3 ans, tu vas faire face à de vraies conséquences. Léa a sorti ses menottes. Monsieur Dubois, je vais vous demander de vous lever et de placer vos mains derrière votre dos. Non, a dit Thierry, la panique inondant son visage. Non, vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis enseignant. J'ai un travail. Les gens vont l'apprendre. Vous auriez dû y penser avant de lever la main sur votre femme, a dit Léa. Sa voix était d'acier. Levez-vous, monsieur Dubois. Il m'a regardé une dernière fois et je l'ai vu. Le moment où il a réalisé que je n'allais pas le sauver, que je n'allais pas reculer, changer d'avis ou lui trouver des excuses. La femme qui aurait fait ça, qui l'avait fait pendant 3 ans, elle était partie. Et la femme qui se tenait à sa place, la femme à la lèvre fendue, au visage meurtri et à la colonne vertébrale d'acier, elle était quelqu'un de nouveau. « Levez-vous » a répété Léa. Thierry s'est levé lentement, en tremblant. Il a mis ses mains derrière son dos. Léa l'a menotté et le cliquetis du métal a été le son le plus fort dans la pièce. Elle lui a lu ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. J'ai regardé la scène se dérouler. J'ai regardé mon mari depuis 18 ans se faire arrêter dans notre salle à manger. Et j'ai ressenti 1000 choses à la fois. Le chagrin pour ce que nous avions été. Le soulagement que ce soit terminé. La peur de ce qui allait suivre. La culpabilité que nous en soyons arrivés là. Mais par-dessus tout, je me sentais libre. Pour la première fois en 3 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Alors que Léa le conduisait vers la porte, il s'est tourné pour me regarder. « Tu vas regretter ça », a-t-il dit. Sa voix était basse, destinée uniquement à moi. « Tu vas être seule dans cette grande maison avec rien d'autre que tes souvenirs, et tu vas le regretter. » J'ai croisé son regard. « Peut-être », ai-je dit. « Peut-être que je le regretterai, mais je le regretterai vivante, je le regretterai libre. Et c'est plus que ce que j'ai eu en 3 ans. Ils l'ont emmené. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. J'ai entendu la voiture démarrer et s'éloigner. Et puis la maison est devenue silencieuse. Ce silence lourd et complet qui survient après qu'un événement monumental s'est produit. Je suis restée là, dans la salle à manger, et mes jambes ont flanché. Je me suis assise lourdement sur la chaise. Et c'est là que je me suis enfin laissée aller. J'ai mis mon visage dans mes mains et j'ai sangloté. D'énormes sanglots déchirants qui venaient du plus profond de moi. J'ai pleuré pour le mariage que j'avais perdu. Pour l'homme que j'avais aimé et qui était devenu quelqu'un que je craignais. Pour les 3 années que j'avais passées à avoir peur. Pour la femme que j'avais été et qui avait laissé faire. J'ai pleuré pour tout. Delphine et le pasteur Jérôme sont restés avec moi. Delphine m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais. Et le pasteur Jérôme a prié. Il a prié pour ma guérison, pour ma force, pour mon avenir. Il a prié pour Thierry aussi, pour son âme, pour sa rédemption. Et je l'ai laissé faire. Parce que même après tout, même après l'hématome sur mon visage, la lèvre fendue et la peur, je ne détestais pas Thierry. Je ne pouvais simplement plus l'aimer. Pas tel qu'il était devenu. Les jours qui ont suivi ont été étranges. La maison semblait immense et vide. Chaque son résonnait. Chaque pièce contenait des souvenirs qui semblaient maintenant souillés. Delphine est restée avec moi pendant 1 semaine. Elle m'a aidée à entamer la procédure de divorce. Elle m'a aidée à changer les serrures. Elle m'a aidée à emballer les affaires de Thierry et à les mettre dans le garage pour qu'il les récupère plus tard. L'arrestation a fait la une des journaux locaux. Enseignant de la région arrêté pour violence conjugale. Je suis restée à l'écart des réseaux sociaux. Mais Delphine m'a dit que les gens parlaient. Certains me soutenaient. Certains étaient choqués. Certains, comme on pouvait s'y attendre, disaient que je surréagissais, que chaque mariage a ses problèmes, que j'aurais dû essayer plus fort de trouver une solution. J'ai appris à ignorer ces gens parce qu'ils ne voyaient pas ce que je voyais.
Il ne vivait pas ce que je vivais. Thierry a été accusé de violence simple car c'était une première infraction, du moins officiellement. Il a été rapidement libéré sous caution. Mais il y avait une ordonnance restrictive. Il ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de moi. Ne pouvait pas me contacter, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Le rectorat l'a mis en congé administratif en attendant l'issue de l'affaire. Sa réputation, qu'il avait si désespérément cherché à protéger, était de nouveau en lambeaux. Mais cette fois, il se l'était infligé à lui-même. J'ai commencé une thérapie. Dr Simone Lambert, une conseillère en traumatologie spécialisée dans la violence domestique. Au début, je ne pouvais pas parler. Je restais assise dans son bureau et je ne faisais que pleurer. Mais lentement, au fil des semaines et des mois, j'ai commencé à trouver les mots. J'ai commencé à déballer 3 ans de peur, de honte et de culpabilité mal placée. Elle m'a aidé à voir que je n'étais pas responsable des choix de Thierry, que je n'aurais pas pu l'aimer assez pour le changer, que partir n'était pas un échec, c'était de la survie. J'ai aussi commencé à fréquenter un groupe de soutien, des femmes qui avaient traversé ce que j'avais traversé. Et dans cette salle, en entendant leurs histoires, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Il y en avait d'autres qui comprenaient l'enfer particulier d'aimer quelqu'un qui vous fait du mal, qui comprenaient la culpabilité, la peur et l'espoir désespéré que peut-être cette fois serait différente. Nous nous sommes soutenus mutuellement, ces femmes et moi. Nous avons partagé nos histoires et notre force. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à guérir. Environ 3 mois après l'arrestation, j'ai reçu une lettre de Thierry. Il était en cure de désintoxication et en gestion de la colère sur ordonnance du tribunal. La lettre était courte. Il disait qu'il était sobre, qu'il faisait face à ce qu'il avait fait, qu'il était désolé, vraiment désolé. Il disait qu'il n'attendait pas de pardon, mais il voulait que je sache que j'avais eu raison, que je lui avais sauvé la vie en l'arrêtant. Que si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, il aurait pu continuer jusqu'à ce que l'un de nous soit mort. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir, parce que même si une partie de moi était heureuse qu'il se fasse aider, même si une partie de moi se souciait encore de ce qui lui arrivait, je ne pouvais pas le laisser revenir dans ma vie. Jamais. Cette porte était fermée, verrouillée. La femme qui l'aurait peut-être ouverte était partie. Le divorce a été prononcé 6 mois après l'arrestation. J'ai eu la maison. Il ne s'est pas battu pour ça. Je pense qu'à ce moment-là, il comprenait l'ampleur de ce qu'il avait fait. Ou peut-être était-il simplement trop fatigué pour se battre. Quoi qu'il en soit, la maison est devenue la mienne, vraiment la mienne, et j'ai commencé à me la réapproprier. J'ai peint les murs avec des couleurs que j'aimais. J'ai réarrangé les meubles. J'ai jeté tout ce qui me rappelait lui. Je n'ai gardé que ce qui m'apportait la paix. J'ai aussi fait des changements pour me sentir en sécurité. J'ai gardé la sonnette avec caméra. J'ai ajouté d'autres caméras, une dans le jardin, une dans le salon. J'ai installé un nouveau système de sécurité avec des capteurs sur toutes les portes et fenêtres. J'ai mis une meilleure serrure sur la porte d'entrée. Une de ces serrures intelligentes que l'on peut contrôler depuis son téléphone. Certains pourraient penser que c'est de la paranoïa, mais pour moi, c'est reprendre le contrôle. C'est dire que c'est mon espace maintenant et que je décide qui y entre. Environ 1 an après que tout soit arrivé, j'étais enfin prête à vivre à nouveau. Pas seulement survivre, mais vraiment vivre. J'ai eu une promotion au travail. Responsable du CDI, un poste pour lequel j'avais été écartée 2 fois auparavant parce que j'étais trop distraite, trop absorbée par ce qui se passait à la maison. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail. J'ai lancé de nouveaux programmes pour les jeunes. J'ai établi des partenariats avec les écoles locales. Je me suis souvenue pourquoi j'étais tombée amoureuse de ce métier au départ. Je me suis aussi acheté quelque chose. Une petite maison au Cap Ferret. Enfin, plutôt une cabane. C'est minuscule, juste une chambre, un salon et une petite cuisine, mais elle a une terrasse qui donne sur l'océan. Et j'y vais le week-end. Je m'assois sur cette terrasse avec une tasse de café et un livre. Et j'écoute les vagues. Et je me sens en paix. Une paix réelle. Le genre que je ne pensais jamais ressentir à nouveau. J'ai recommencé à fréquenter des gens de manière décontractée, prudente. Je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux,
et je ne le serai peut-être jamais. Mais c'est agréable de se rappeler qu'il y a des hommes bienveillants dans le monde. Des hommes qui écoutent quand vous parlez. Des hommes qui respectent les limites. Des hommes qui comprennent que la confiance se gagne, elle ne s'exige pas. Environ 18 mois après le divorce, Thierry a demandé à me rencontrer par l'intermédiaire de son thérapeute. Officiellement, sous surveillance. Il voulait s'excuser en personne. Une partie de son programme en 12 étapes ou de son travail thérapeutique. Je ne suis pas sûre. J'y ai réfléchi longtemps. J'ai demandé au docteur Lambert ce qu'elle en pensait. Elle a dit que c'était à moi de décider, que je ne lui devais rien, mais que parfois, tourner la page peut être guérisseur. Alors, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville, en terrain neutre. Son thérapeute était assis à une table voisine, assez près pour intervenir si nécessaire, mais assez loin pour nous laisser de l'intimité. Thierry avait l'air différent, plus mince, plus vieux, sobre. Ses yeux étaient clairs d'une manière qu'ils n'avaient pas été depuis des années. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il avait travaillé pour comprendre pourquoi il était devenu ce qu'il était devenu. Que la perte de son travail et de sa réputation avait brisé quelque chose en lui, mais qu'il avait déversé sa souffrance sur moi au lieu de la gérer. Il a dit qu'il prenait des médicaments maintenant, qu'il allait aux réunions des AA 3 fois par semaine, qu'il voyait un thérapeute 2 fois par semaine, qu'il avait tout perdu, son mariage, sa carrière, sa maison, et qu'il méritait de tout perdre. J'ai écouté, et quand il a eu fini, j'ai dit « Merci, merci de t'excuser, merci de te faire aider ». Mais je lui ai aussi dit que nous ne serions plus jamais nous. Que l'homme qu'il était et la femme que j'étais, ces personnes n'existaient plus. Que ce que nous avions eu était détruit et qu'il n'y avait pas de reconstruction possible. Il a hoché la tête. A dit qu'il comprenait. A dit qu'il espérait qu'un jour je pourrais lui pardonner, mais qu'il comprendrait si je ne le faisais jamais. Et puis il est parti. Et je suis restée assise là avec mon café et j'ai réalisé que je lui pardonnais. D'une certaine manière. Pas le genre de pardon qui signifie oublier. Pas le genre qui signifie la réconciliation, mais le genre qui signifie que je libérais l'emprise que la colère et la douleur avaient sur moi. Je laissais tout ça partir pour pouvoir avancer sans le porter. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Mon visage a guéri. L'hématome a viré au jaune puis a disparu. Ma lèvre a guéri, bien qu'il y ait une minuscule cicatrice si on regarde de près. Un rappel non pas de ce qu'il m'a fait, mais de ce que j'ai fait pour moi-même. Du jour où j'ai choisi de sauver ma propre vie. Je ne suis pas la femme que j'étais avant de rencontrer Thierry. Je ne suis même pas la femme que j'étais pendant ces 3 années de peur. Je suis quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui sait que l'amour sans respect n'est qu'un emprisonnement avec un joli nom. Quelqu'un qui sait que la relation la plus importante que vous aurez jamais est celle que vous avez avec vous-même. Ce petit déjeuner n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Justice pour chaque femme à qui l'on a dit qu'il ne le pensait pas. Justice pour chaque personne qui pense que l'amour signifie endurer la violence. Justice pour tous ceux qui se sont déjà sentis piégés dans leur propre maison par quelqu'un qui prétendait les aimer. J'ai servi à Thierry un petit déjeuner auquel il ne s'attendait pas. Des témoins, une responsabilité, des conséquences. Et je me suis servi quelque chose que j'avais oublié que je méritais. Ma vie retrouvée, ma paix retrouvée, moi-même retrouvée. J'ai appris quelque chose à travers tout cela. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser d'être détruite. Parfois, partir, ce n'est pas abandonner. C'est se réveiller. C'est choisir la vie plutôt que la loyauté envers quelqu'un qui est devenu votre danger au lieu de votre sécurité. Je vis toujours à Bordeaux. Je travaille toujours au CDI. Je m'occupe toujours de mon jardin. Mais maintenant, je le fais sans peur, sans regarder par-dessus mon épaule, sans me demander de quelle humeur sera quelqu'un en rentrant à la maison. Je le fais en paix. Et cette paix simple et magnifique, vaut plus que n'importe quel certificat de mariage, n'importe quelle histoire commune, n'importe quel espoir que quelqu'un changera. À tous ceux qui regardent ceci et qui vivent ce que j'ai vécu, écoutez-moi.
Vous méritez mieux. Vous méritez la sécurité. Vous méritez le respect. Vous méritez la paix. Et vous n'avez pas à attendre que les choses deviennent aussi graves que pour moi. Vous pouvez partir maintenant. Vous pouvez demander de l'aide maintenant. Vous pouvez vous choisir maintenant. S'il vous plaît, choisissez-vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous appelé la police cette nuit-là? Seriez-vous parti des années plus tôt? Auriez-vous planifié comme je l'ai fait? Commentez ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous regardez. Je veux savoir jusqu'où ce message voyage. À chaque femme qui a besoin d'entendre cela, vous n'êtes pas seule. Je vous vois. J'étais vous. Et vous pouvez survivre à cela. Vous pouvez plus que survivre. Vous pouvez vous épanouir. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, ressentir ou vous souvenir de votre propre force, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne jamais manquer des histoires de survie et de force. Votre soutien signifie plus que vous ne l'imaginez. Cela signifie que des histoires comme la mienne comptent, que des femmes comme moi, comme nous, comptent. Sur l'écran, vous verrez d'autres histoires de personnes qui se sont choisies, des personnes qui ont tracé une ligne et dit ça suffit, des personnes qui ont trouvé leur force dans les moments les plus sombres. Cliquez sur l'une d'elles, regardez-la, apprenez-en, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et souvenez-vous de ceci, vous méritez la paix. Vous n'avez pas besoin de permission pour la choisir. Pas de votre mari, pas de votre famille, de personne. Vous avez juste besoin de courage. Et si vous regardez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà ce courage. Vous avez juste besoin de l'utiliser. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir été témoin de ma douleur et de ma force. Merci de faire partie de ma guérison. Jusqu'à la prochaine histoire, souvenez-vous, vous avez de la valeur, vous êtes forte et vous méritez une vie sans peur. Choisissez-vous toujours. Choisissez-vous toujours vous-même.